Et voici notre agenda ce matin. On va commencer par vous présenter notre société Applicit, puis nous allons vous présenter les nouveautés Revit 2023, une session questions-réponses juste après et notre prochain webinaire. Mais d'abord, Applicit, intégrateur de référence en France depuis 2006. Nous sommes experts des solutions Autodesk en CAO, FAO, BIM et PLM et nous comptons aujourd'hui 51 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros. Vous allez nous demander comment est-ce qu'on accompagne nos clients. Ils nous font confiance sur le déploiement de leur licence, sur de la formation personnalisée en fonction des objectifs et des spécificités métiers. Et bien entendu, grâce à notre bureau d'études, vous pouvez nous sous-traiter des missions comme le scan, de la modélisation de bâtiments, des objets BIM et d'autres sujets. Notre objectif est simple, améliorer vos processus de conception et ainsi optimiser vos workflows. Pour rester informé sur nos actualités, vous trouverez notre agenda relatant nos présentations webinaires et aussi nos formations sur applicit.com. Et justement, sur notre site, vous pouvez trouver la partie blog technique. Cette partie est clairement créée par nos ingénieurs d'application qui, lorsqu'il y a des questions, des problématiques aussi sur vos logiciels, nous y répondons au travers de blogs. Que ce soit sur AutoCAD, Revit ou bien sûr sur d'autres outils, n'hésitez surtout pas à y faire un tour. Nos réseaux sociaux, nous sommes présents sur une page LinkedIn nationale, mais aussi sur des pages LinkedIn régionales. Vous retrouvez là aussi du contenu technique, des informations Autodesk, des témoignages clients. Nous mettons en ligne des vidéos sur YouTube, sur nos workflows. Nous faisons également des présentations de produits ou encore des informations importantes qui sont également retranscrites sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages pour voir nos actualités. Et c'est maintenant Joseph qui va prendre la main et qui va vous présenter les nouveautés Revit 2023. Bonjour à tous. Alors on va parler plus de, je dirais, d'amélioration que de nouveautés. Après, bon, vous les classez comme vous voulez, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Alors dans un premier temps, les différentes données ont été prises sur IDEA Revit. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites sur IDEA Revit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un blog, un forum sur lequel les gens viennent donner leurs idées. Et après, c'est une question de vote. Et Autodesk donne beaucoup d'importance à ces idées-là. Donc les quelques améliorations ou nouveautés que vous voyez font aussi partie de ces idées données par tous les utilisateurs. Alors les améliorations ou nouveautés, comme je vous le disais, c'est vous qui allez les classer, hein. Il y a des fois c'est des nouveautés, des fois c'est des améliorations. C'est compliqué de trouver vraiment le bon endroit. Donc la première chose, c'est le nouveau logo Autodesk, hein. On avait l'ancien, le nouveau, et surtout tout le nouveau panel de logos 2023 qui a été remplacé, dont celui de Revit, et bien sûr toute la gamme Autodesk. Alors là on en voit une petite partie, mais sachez que voilà, pour avoir une charte concrète, ils ont voulu la faire sur toutes les suites et tous les logiciels de la gamme Autodesk. Là, on va parler plus de tout ce qui est tout corps d'état au niveau des améliorations. Alors, on aura la nouvelle visualisation de l'arborescence, l'activation, désactivation. Enfin, je vous laisse lire. Il y aura des matériaux, des vues 2D, des vues 3D, des ajouts de catégories, enfin, des orientations d'annotation et ainsi de suite. Des filtres de vue, des altitudes sur courbe et ainsi de suite. Des cotations, des plans de travail, des sauvegardes de paramétrage. Enfin bon, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont soit des améliorations, comme je vous le disais, soit des nouveautés. Donc, qui dit bien sûr nouveauté, dit nouvelle interopérabilité entre Formit et Revit. Le fameux Dynamo, hein, qui suit bien sûr la charte, et quelques idées en vrac que j'ai vues au bout d'un moment, à force de l'avoir manipulé. Alors, on va commencer déjà par le nouveau visu au niveau de Revit. Alors, anciennement, Revit 2022, voilà, on avait cette arborescence.
dans laquelle on retrouvait donc toutes les vues, hein. Donc aussi bien les vues plan d'étage, vue 3D, vue en coupe, et on avait bien sûr dans les feuilles les différentes vues. Alors que l'on mette ou pas une vue, on n'avait pas franchement l'idée de savoir quelle vue avait été mise sur les feuilles, à part reprendre une vue, la remettre sur une feuille et s'apercevoir qu'il nous disait, ben écoute, elle est déjà mise quelque part, donc tu peux pas. Sur la version 2023, comme vous le voyez, on a des nouveaux icônes, bon, bleu ou blanc. Alors bleu, ça veut dire que la vue a déjà été placée. Blanc, ben, c'est que la vue n'est toujours pas sur une feuille. Et vous avez aussi des vues moitié bleu, moitié blanc, qui sont des vues qui sont placées sur plusieurs feuilles. Hein, style les nomenclatures que l'on peut mettre, comme vous le saviez sur la 2022, on peut les diviser. Donc là, comme on a vu, on a pu enlever, remettre automatiquement, on voit qu'il y a une modification qui s'est faite. On peut revenir à l'ancien mode en se mettant sur l'organisation de l'arborescence et en lui disant ben, je veux afficher l'emplacement de la vue sur l'icône d'état de la feuille ou pas. Donc on revient à ce qu'on avait anciennement. Voilà. Au niveau de l'activation, désactivation des visibilités de contraintes, alors on avait voilà, on va voir que là on vient automatiquement visualiser les cotes temporaires et on peut, tout en conservant bien sûr le choix, lui demander de les masquer temporairement ou de les remettre. Voilà, donc petite amélioration assez sympathique. Alors ce que l'on a bien sûr aussi, c'est quand on va choisir tout un plan, enfin toute une maquette, tout un projet, on voit bien qu'il y a toutes les punaises. Là, je suis venu tout punaiser pour vous montrer. Et quand on vient dessus, donc on va retrouver effectivement ces punaises et on peut momentanément les désactiver, hein, momentanément ou définitivement, comme vous voulez. Ce qui fait qu'au niveau visualisation, c'est quand même beaucoup plus fluide par rapport à ce que l'on avait avant. Au niveau de l'activation, des désactivations, des contrôles, modifications, pareil, donc ce qu'on a vu avant, mais ils l'ont aussi attribué maintenant à tout ce qui est lien et projet liés, en gérant, en mettant la coche afficher les contrôles rendre modifiables de partage de projet justement dans la collaboration. Voilà. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est un truc assez sympa. Alors une nouveauté qui est très très agréable, anciennement quand on était dans les matériaux de 2022, quand on dupliquait un matériau, qu'on venait modifier certaines choses, principalement bien sûr la couleur du matériau, elle s'affectait malheureusement à la copie initiale du matériau. Aujourd'hui, dans 2023, dans Revit 2023, on a une nouvelle possibilité qui est dupliquer les matériaux et les ressources qui vont, elles, ne pas aller modifier l'original. On ne va travailler que sur une copie, sur la copie, et on ne vient pas affecter les modifications à l'original. On a toujours la possibilité, ce qu'on avait avant, d'avoir le dupliqué à l'aide des ressources partagées qui, elle, va reprendre les mêmes prérogatives que ce qu'on avait dans la 2022. Donc on ne perd pas, mais on vient juste rajouter, donc nouveauté, amélioration, comme vous avez envie de le faire. Donc on voit bien les différences que l'on a. Au niveau toujours des matériaux, alors maintenant les matériaux, alors comme on parle de collaboration, des fois on perdait comment dire l'image du matériau parce qu'elle était sur un disque dur et qu'il n'avait plus le lien. Donc comme on parle de collaboration, on parle de BIM 360, enfin BIM Docs, maintenant Collaborate et Collaborate Pro, on a la possibilité de venir enregistrer donc ces images directement dans le cloud. Donc là, voilà, on a créé un répertoire matériaux dans lequel on est venu mettre tous les matériaux que l'on avait besoin et que l'on a besoin dans cette affaire. Déplacement des occurrences dans les vues 3D. Alors avant, quand on avait besoin de déplacer pour faire une espèce d'éclaté, style ce qu'on dit tous, style les éclatés plans Ikea, voilà, ou de montage. Voilà, donc là, ben, ça c'est classiquement ce qu'on faisait en 2022, donc tout ce qui était en 3D. Donc ça n'a pas changé. Et maintenant, on a la possibilité de pouvoir le faire sur de la 2D, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc aujourd'hui, on a donc cette fonctionnalité. Donc voilà, on vient déplacer tout simplement des objets, enfin des occurrences, et on a la même, comment dire, les mêmes prérogatives que ce que l'on a dans la 3D. Donc voilà. Donc maintenant, on a aussi bien. Alors quand on parle de 2D, on parle de toutes les 2D bien sûr, hein, les vues en plan, les coupes et les plans de détail. Donc on a exactement la même chose.
Donc voilà, c'est assez simple, hein. Si vous saviez le faire en 3D, la 2D va pas vous poser beaucoup plus de problèmes. Voilà, on a les mêmes prérequis, les mêmes prérogatives. Voilà, donc on arrive exactement à ce que, in fine, à ce que l'on veut et à ce que l'on souhaite. Gros avantage aussi, donc là on est en 2D, donc normal, on va pouvoir mettre des étiquettes. À savoir qu'on peut maintenant, sur un éclaté, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut tout simplement, sur une vue, alors il faut bien verrouiller la vue, hein, je précise bien, on va pouvoir effectivement positionner des étiquettes. Voilà. Alors ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire exactement en 2022, donc aujourd'hui ça a été rajouté. Voilà, donc on voit bien sur chaque élément tout ce que l'on peut faire, pouvoir déplacer les objets, et ainsi de suite, et pouvoir mettre automatiquement une étiquette qui va, elle, suivre, bien sûr, qui va suivre l'objet quand on vient le déplacer dans l'éclaté. Voilà, donc on voit bien les différentes données. Voilà, et ça sur chaque objet. Les repères d'étiquettes. Alors, moi, je trouve ça assez sympa. On était assez embêtés. Donc, on avait ce qu'on avait avant, donc positionnement d'une étiquette. On va venir donc ajouter des étiquettes sur des éléments, sur des occurrences identiques. Maintenant, on a la possibilité, tout en conservant ce qu'on a fait avant, de pouvoir masquer un élément, conserver l'élément qu'on a besoin. Ici, on les masque tous. Après, on a la possibilité tout simplement de venir revisionner les éléments et de pouvoir les fusionner. Et dernière nouveauté, parce que pour moi, ça, c'est plus une nouveauté qu'une amélioration, on a la possibilité, comme on faisait dans les groupes, de pouvoir supprimer ou ajouter une ligne supplémentaire dans tout ce que l'on avait besoin. Donc voilà, une grande fluidité au niveau, je dirais, des repères d'étiquettes. Nouveauté aussi, avant, lorsqu'on prenait une étiquette de pièce et qu'on la sortait de l'environnement pièce, enfin comment dire, de la zone de la pièce, il perdait le lien. Aujourd'hui, avec le fait de mettre une ligne de repère, donc ce qui est assez agréable, on va pouvoir le sortir. Et si par hasard on supprime cette ligne de repère, il revient automatiquement à son emplacement d'origine. Alors c'est valable pour les pièces et c'est valable aussi pour les zones. D'accord? Voilà. Ils ont ajouté donc des catégories équitables qu'on ne pouvait pas faire avant, donc les poteaux architecturaux, l'environnement, les bords de toiture, les gouttières, les mains courantes, les rampes d'accès, les sous-faces de toit, bords de dalles, traverseaux, profils en relief, groupe de modèles, et les liens Revit. Alors ça c'est important parce que quand on avait un lien Revit, surtout quand on fait par exemple une liaison entre Inventor et Revit qui lui peut faire un export RVT, on a la possibilité maintenant de mettre une étiquette pour représenter ou pour avoir la famille ou le type de cet élément, enfin plutôt la famille. On a de nouvelles catégories découpables supplémentaires. Donc ils ont rajouté les mobiliers, ils ont rajouté les systèmes de mobilier, les équipements spécialisés et enfin les appareils sanitaires. Voilà, donc ça c'est assez agréable. Et tout ça comment? Ben, tout simplement en étant dans la famille elle-même et de venir rajouter, couper avec les vides une fois chargé. On met la coche et voilà. Donc c'est-à-dire que si vous ouvrez aujourd'hui votre ancienne famille, vous avez cette coche qui va apparaître et donc pouvoir faire ce que vous voulez. L'orientation des annotations, alors l'activation, voilà, on peut orienter sur ces objets-là toutes les orientations d'annotation qui vont suivre automatiquement l'objet. Il y a un petit bug, bon c'est pas très grave. Donc c'est-à-dire que si vous retournez votre objet, il va suivre toujours le même sens. Vous l'avez mis à droite, il restera à droite, en haut, il restera en haut, en bas, il restera en bas. Voilà, avant, quand on faisait une rotation, ça suivait et ça gardait jamais le sens de départ. Les filtres de vue. Alors aujourd'hui dans les filtres de vue, ce qu'on a en nouveauté, c'est qu'on peut, alors c'est depuis la 2022.1, donc la dernière mise à jour, on peut maintenant faire des filtres, des regroupements sur les contraintes inférieures, contraintes supérieures, ou sur les décalages inférieurs et les décalages supérieurs. Alors un exemple, hein, on va prendre donc mon projet sur lequel je vais venir créer un filtre pour lequel je vais prendre des murs et au niveau des murs, je vais prendre la contrainte inférieure et il faut absolument que le mur soit dans un niveau 0. Donc
Et avec cela, je viens lui affecter donc une couleur qui va représenter le filtre que j'ai demandé. Au niveau de l'altitude sur les courbes, alors on avait avant 2022, lorsqu'on venait rajouter les altitudes sur les courbes, on avait un sens de lecture qui changeait. Alors pourquoi comme ça, je ne sais pas du tout, mais aujourd'hui, c'est une idée, je crois, qui vient effectivement d'IDEA, IDEA Revit, hein, et on a donc ce que l'on faisait en 2022, donc pour vous dire que c'est rétroactif. Si vous prenez un projet 2022 que vous venez l'ouvrir en 2023, donc là c'est ce que je fais. Donc je vais réouvrir donc mon projet que je viens de faire de 2022 en 2023. Donc là, on va tout simplement le mettre à niveau. Une fois qu'on va le mettre à niveau, une fois qu'il sera mis à niveau, vous allez vous apercevoir que automatiquement Revit va mettre les écritures dans un seul sens d'écriture, dans un seul sens, pardon, de lecture. Bien sûr, on a toujours la même fonctionnalité qui, elle, va la faire directement en Revit 2023. Voilà. Autre amélioration dans les nomenclatures, donc on a dans les mises en forme conditionnelles, aujourd'hui, dans les mises en forme, alors anciennement dans les mises en forme conditionnelles, lorsque l'on mettait les familles, les types de familles, les familles et types, on n'avait pas la possibilité de pouvoir les utiliser dans des formes conditionnelles. C'est-à-dire qu'elles étaient, on avait beau les mettre dans les champs, on ne les retrouvait pas dans les formes, dans les formes conditionnelles. Voilà. On avait tous les autres sauf celle-là. Aujourd'hui, bien sûr, en 2023, on va retrouver donc cette possibilité. Donc on a exactement la même chose, hein. On vient rajouter les familles et les types pour faire exactement la même chose. Donc là, j'aurais pu le faire avec la recherche du nom de paramètres, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà, donc on se retrouve bien avec les familles et les types, et automatiquement, on va donc dans la mise en forme conditionnelle, on va retrouver, par exemple sur une largeur, voilà, la famille, le type, et puis la famille ou le type. Donc voilà, c'est plus pris en considération et ça commence de plus en plus à être pris en considération dans les nomenclatures. L'export PDF. Alors avant, dans l'export PDF 2022, quand on faisait un export tout simple PDF, on n'avait aucune option. On prenait cet export, on venait tout simplement lui dire quelles étaient les vues ou les feuilles que l'on avait besoin d'exporter en PDF et on s'arrêtait là, on faisait un export, point. Aujourd'hui, dans la 2023, grosse évolution, ou même amélioration, nouveauté. Voilà, donc on a toujours le même système, donc ça change pas, hein, on va pouvoir aussi choisir les feuilles. Ok. Par contre, on va avoir trois possibilités supplémentaires, enfin trois possibilités. La première, c'est on va faire un ordre manuel, c'est-à-dire que l'on va, en fonction des feuilles qu'on a positionnées dans l'arborescence, donner une arborescence manuelle dans l'export des PDF dans le fichier que l'on veut exporter. Deuxième solution, numéro de feuille, donc classique, hein, comme dans le tri, et là un trait d'arborescence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trait d'arborescence? Alors le trait d'arborescence, on va aller voir ce que c'est. Voilà, tac. Alors le trait d'arborescence, c'est-à-dire que moi, dans mon arborescence, actuellement, si vous voyez bien, ils sont les uns derrière les autres. Aujourd'hui, quand je vais lui demander, je veux trier donc mon arborescence, vous voyez, on le voit bien, par type de feuille, parce que chaque feuille, on a mis un type. Voilà. Donc voilà, on a 3D, on a des tailles, donc ça veut dire qu'actuellement, le PDF sera dans l'ordre de tri, c'est-à-dire qu'on aura les 3D avant les détails, après la nomenclature, et ensuite les vues d'ensemble. Donc pas mal. Ça évite d'aller reprendre un autre logiciel pour faire ce tri-là. Donc ensuite, dans les cotations, alors ça, superbe, on n'avait pas la possibilité d'aller mesurer ou ne serait-ce que coter dans la 3D. Alors bien sûr, la vue n'a pas besoin d'être verrouillée, hein, comme vous l'avez vu, hein. Elle est complètement déverrouillée. Voilà, on va venir chercher soit une mesure dans un premier temps, soit on va venir tout simplement faire une cotation. Voilà, et qui prend de l'intelligence. Alors elle prend les faces, les lignes, hein, les points, comme vous voulez. Là, moi je prends les faces là. Voilà un peu. Donc ça c'est une grande nouveauté dont on avait besoin avant et qui vient d'arriver. Voilà.
Donc bien sûr, là je suis dans une perspective, hein. C'est pour vous montrer aussi que dans la perspective, on peut faire aussi exactement la même chose, aussi bien en ortho qu'en perspective. Donc il n'y a pas de problème, hein. On peut coter, on peut mesurer. Donc voilà. Donc, il y a plein de gens qui voulaient trouver une solution. Voilà, maintenant elle est arrivée. Voilà. Au niveau plan de travail et sauvegarde de derniers paramètres de positionnement pour les familles basées sur des plans de construction. Alors, anciennement, quand on voulait placer une famille sur un plan, on était obligé de faire définir et choisir un plan. Donc ça, c'est une amélioration plus qu'une nouveauté, hein. Aujourd'hui, on a rajouté un choisir un plan en direct et on a mis aussi un raccourci qui est PK qui permet d'aller chercher directement choisir un plan plutôt que de définir un plan de construction. On va un petit peu plus vite. La prise en charge des nouveaux fichiers CAO. Donc, on a les nouveaux fichiers. Alors, avant, quand on voulait amener du formit, on était obligé de faire un modèle in situ et venir l'incorporer à l'intérieur. Aujourd'hui, on a directement un lien ou un inséré. Alors, avec les fichiers aussi OBJ, 3ds Max, Maya, Blender, MeshLab, etc., etc., hein, tous ceux qui peuvent créer de l'OBJ. Et les fichiers de prototypage, donc d'impression, les STL, qui peuvent aussi être intégrés directement dans Revit. Donc on a ça aussi bien dans l'import que dans le lien. Donc c'est pas mal. L'activation de la coupe des fichiers CAO. Alors ça, c'était un gros problème qu'on avait. Donc là, j'ai représenté les 6 extensions possibles d'import ou de lien. DWG, DXF, OBJ, SketchUp, le STL et le SAT. Avant, donc on veut dire en 2022, voilà comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on avait le DWG, le DXF et le SKP n'étaient pas coupés, alors que l'OBJ, le STL et le SAT l'étaient. Aujourd'hui, en étant directement dans le fichier, dans les paramètres, dans les propriétés du fichier que l'on vient d'importer ou de lier, on a autorisé la découpe dans les vues. Et ce qui va nous donner quoi? Ce qui va nous donner que le DWG sera coupé, le DXF ainsi que le SketchUp. Donc voilà, maintenant ces objets-là, en plus des catégories qui ont été ajoutées pour le découpage, on a aussi maintenant les fichiers liés ou importés. Le positionnement des fichiers CAO sur les plans de référence, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on va tout simplement venir chercher alors ça j'ai représenté 3 vues pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc on va venir tout simplement créer un nouveau plan, voilà, que je vais appeler plan de travail, hein. C'est ma référence, voilà. Tac, tac, plan de travail, voilà. Ok, donc maintenant je vais venir tout simplement importer comment dire, importer un objet. Donc je vais prendre un OBJ par exemple, voilà. Donc voilà, on va prendre tout simplement, voilà. Alors l'avantage c'est qu'on va pouvoir le classer avant de l'importer dans une catégorie. Voilà, ça ne sera pas un OBJ tout simple, il va prendre la catégorie et on va pouvoir lui donner le plan de travail. Donc là, automatiquement, comme je lui ai donné le plan de travail, hein, on va pouvoir le positionner directement dessus dans n'importe quelle vue. Et on saura qu'il sera mis directement. Voilà, le seul petit bémol que l'on a, c'est pour ce qui est SketchUp. Donc là, SketchUp, malheureusement, on a cette on a dans pardon, pas que SketchUp, je dis n'importe quoi, les fichiers, quand on fait un import, là, on est obligé de venir les positionner sur un niveau. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, je prends un SketchUp, et ensuite, on vient le repositionner sur le plan. Voilà, c'est le seul petit bémol, mais sinon, ça marche exactement pareil. Voilà, on va le prendre, on va le repositionner. Cette fois-ci, on a dans les paramètres le positionnement, voilà, et on vient tout simplement le positionner là où on en a besoin. Donc voilà, c'est juste comment dire, une commande supplémentaire, mais bon, on y arrive. Voilà, c'est positionné. Au niveau des codes temporaires, donc avant, quand on était en Revit 2022, pour pouvoir, quand je cliquais sur, alors quand je parle de code temporaire, je parle de code temporaire dans des familles imbriquées. C'est-à-dire que là, j'ai imbriqué 2 chaises dans la famille table. Donc quand je voulais absolument avoir des cotations temporaires pour pouvoir positionner cet élément, j'étais obligé de venir cliquer sur activer les cotes.
Aujourd'hui, dans Revit 2023, plus besoin, on clique dessus, c'est fait en automatique. Voilà, et on ne retrouve même plus, si vous regardez bien, activer les cotes, et ça n'est même plus disponible. L'étude d'ensoleillement. Alors, il y en a qui me disent que c'est une amélioration, moi je dis que c'est une nouveauté. Vous allez voir, donc anciennement dans Revit 2022, donc pour faire une étude d'ensoleillement, on était obligé donc déjà d'activer la trajectoire. Bon, ça sera toujours pareil dans 2023. On venait gérer comment dire, le positionnement, l'orientation, l'heure, le jour. Enfin bon, on venait faire tout un réglage assez long hein, quand on avait besoin de quelque chose. Et on n'était pas sûr du résultat. On est pour justement avoir la finalité de ce résultat-là, même sur plusieurs jours, on était obligé de faire un export de cette étude d'ensoleillement. Donc quand on s'était trompé, il fallait qu'on revienne en arrière. Enfin bon, on n'avait pas franchement l'idée de ce que ça allait nous donner. Aujourd'hui, dans la 2023, pour pallier à cette petite problématique, donc on va toujours mettre une trajectoire de soleil, on va toujours répondre à ce qu'on avait l'habitude de faire, ça c'est pas nouveau. Par contre, maintenant, dès que l'on va demander une étude d'ensoleillement, tout va se passer dans le ruban. C'est-à-dire que dans le ruban, on va voir en direct toutes les modifications que l'on vient de faire. Donc on peut jouer avec l'heure, on peut donc jouer avec la date, on va pouvoir jouer avec bien sûr la vitesse que l'on veut des images, l'intensité de la lumière, enfin bon, tout ça c'est des données qui avant on faisait un petit peu comme ça à tâtons, et on aura plusieurs possibilités, solstice d'été, solstice d'hiver, enfin on a plusieurs données qui ont été déjà intégrées. Et ensuite, au niveau, alors soit c'est un calcul d'image fixe, donc vous voyez, on voit que le soleil en fonction des heures que l'on avait vont pouvoir bouger, soit toujours pareil, que ça soit en 2D ou en 3D, hein, enfin 3D ou en 2D, on a toujours la même problématique. Là, on va pouvoir gérer au niveau des éclairages et des sessions, donc lumière du soleil, ou pas, avec une lumière additionnelle, et après, on va choisir le type d'étude que l'on a besoin. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir visualiser, avant de faire un export, le fichier final que l'on veut. Et on va pouvoir le faire aussi dans une axonométrie que j'ai fait, enfin dans une perspective, voilà, où on va voir exactement ce qui se passe à l'intérieur en fonction de ce que l'on veut. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus fluide, on va moins à tâtons, on est moins obligé de faire des calculs ou des pré-calculs pour avoir la finalité de ce que l'on a besoin. Donc ça, c'est quand même pour moi une grosse nouveauté plutôt qu'une amélioration. Alors, vu dans les feuilles, grosse nouveauté. Avant, donc on était, là on voit qu'on on a différentes vues, différentes feuilles. Donc là j'ai créé une feuille avec des vues et je me suis trompé de vue. Donc j'étais obligé de la supprimer, de la réintégrer. Aujourd'hui, on peut tout simplement intervertir une vue par une autre. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, il va vous donner la liste de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. Et vous avez deux choix. Donc soit vous avez centré la fenêtre, donc on va récupérer la fenêtre qui est actuellement positionnée sur la mise en plan, enfin sur la feuille, et il va la centrer, soit on va prendre l'origine de la vue qui va faire qu'il va la décaler ou la descendre ou la monter. Et on s'aperçoit que quand on va essayer de lui donner une feuille, enfin une vue qui est déjà positionnée, Revit va nous dire non, non, c'est pas possible, elle est déjà sur une autre feuille. Voilà, donc là on va revenir à l'initial. Voilà, donc c'est assez, je dirais, c'est assez simple. Et en plus de ce qu'on a vu au départ, dans l'arborescence, on va savoir ce qu'on a mis ou pas mis. Voilà, donc c'est assez ludique, c'est assez sympa. Moi j'aime bien. Les paramètres partagés et le cloud. Alors avant, quand on avait une famille et que l'on voulait rajouter un paramètre partagé, bon par exemple une référence de magasin, on passait automatiquement par un fichier TXT. D'accord, donc on le voit bien. Donc ça veut dire que quand on voulait qu'un collaborateur utilise le même fichier partagé que j'avais, quand on est dans la même société, ça se passe sur le serveur, ça se passait bien, mais quand on était à distance avec l'histoire du Covid, où on travaillait vraiment à distance, c'était un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, Autodesk comment dire, a créé une nouvelle commande, c'est le service de paramètres qui permet d'aller gérer ces paramètres sur le cloud. Donc directement sur le Beamdocs ou Collaborate Pro. Ce qui va, là, on parle vraiment de collaboration. Et donc, on peut ne pas perdre, on peut ne pas gérer, enfin, ne pas perdre ce fichier. En plus, le gros avantage, c'est que si vous avez déjà un fichier TXT existant, on peut directement le rajouter dans le projet. Donc,
Ça aussi, c'est assez sympa. Voilà. Donc ensuite, nomenclature, alors filtre par feuille. Alors on avait déjà la possibilité de diviser les nomenclatures. Grosse amélioration, enfin même nouveauté, je dirais. Aujourd'hui, quand on fait donc on va faire une nomenclature. Donc ça, c'était en 2023. Bon, c'est bien 2023. Donc on va prendre une nomenclature classique, hein. Donc ça, c'est une nomenclature, comment dire, de portes par niveau. Donc on voit bien que là, il nous montre toutes les portes, hein. On voit bien toutes les portes du projet. Donc j'étais obligé avant de créer une nomenclature pour le niveau 0, niveau 2, niveau 1 et ainsi de suite. Aujourd'hui, le fait de venir lui dire je veux que tu me filtres par feuille, on va s'apercevoir qu'il ne va prendre que ce qu'il voit dans le projet. Enfin, dans la feuille, pardon. Donc là, par exemple, je n'ai mis que ce niveau-là, il n'a mis que ces portes-là. Je vais reprendre exactement la même nomenclature, la mettre à côté. Et voilà, là actuellement, il ne me montre que comment dire, les portes qui sont au R+2. Pour voir comment ça fonctionne exactement. Donc on va mettre les deux vues les unes à côté des autres. Donc on a le rez-de-chaussée à droite, le R+2 à gauche. Voilà, donc on s'aperçoit que les deux nomenclatures sont totalement différentes, hein. Donc on montre bien deux niveaux de nomenclature différents. Et lorsque l'on va re-rentrer dans la nomenclature et que l'on va supprimer la coche de filtre par feuille, bah, vous allez vous apercevoir que les deux nomenclatures sont exactement les mêmes. Donc avec une nomenclature, on peut faire plusieurs choses. Donc voilà, c'est vraiment plutôt que d'avoir X nomenclatures, une par niveau, on en prend une et elle fait le tout. Famille avec hachure. Alors avant, quand on avait besoin, par exemple, de créer une réservation avec un pochage, donc on créait quoi? On créait une réservation qui était donc dans la famille avec la face, et on était obligé de créer une autre famille d'annotations dans laquelle on créait un pochage sur lequel on venait mettre des paramètres que l'on venait associer à la famille de tête. Aujourd'hui, dans la 2023, on enlève donc la famille d'annotation et une nouvelle commande dans l'onglet créer, zone de pochage, permet directement d'intégrer un hachurage ou un pochage directement dans la famille. Donc plus besoin d'avoir deux familles pour pouvoir faire cet élément-là. Et en plus de ça, on peut piloter ou paramétrer ce hachurage-là. C'est-à-dire que si, quand on avait des réservations, je sais pas, CVC, plomberie et électricité, on mettait du rouge, du vert, du bleu, donc ça nous faisait trois familles différentes. Aujourd'hui, on peut directement, rien qu'en gérant, enfin trois familles différentes, ou la même famille avec différentes annotations à l'intérieur, mais là, on peut créer une seule famille avec un seul hachurage et gérer cet hachurage-là en fonction de ce que l'on veut, quoi. De dire je veux un hachurage plein, vert, rouge, bleu, enfin voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Au niveau des automatisations des informations sur les pièces et les zones, alors ça c'est important. Donc là on a bien une nomenclature de style, hein, dans laquelle on est venu rentrer, donc ça c'était en 2022, on est venu rentrer des données, c'est-à-dire que quand je lui disais que c'était par exemple, je sais pas, une chambre, il venait remplir en bas, on voit bien les finitions qui apparaissent. Voilà, on vient changer, on retient, c'est une salle de bain. Par contre, dès lors que je supprimais ou que je mettais aucun dans cette variable-là, on perdait les variables du bas. Alors c'était assez embêtant parce que quand on avait par exemple une salle de bain 2, salle de bain 3 par exemple, on était obligé de recréer une salle de bain 1, 2, 3 dans les styles. Or aujourd'hui on peut créer qu'une salle de bain, repositionner les données comme je suis en train de le faire. Vous voyez, on peut s'amuser à les faire. Mais dès lors que je vais mettre par exemple, donc je vais remettre salle de bain, dès lors que je vais remettre aucun, il va quand même conserver les différentes données qui sont à l'intérieur. Donc, ce qui va me permettre, moi, de renommer la pièce, par exemple, SDB1, SDB2, et avec un seul style de pièce. Donc, gros gain de temps. Les paramètres IFC, alors grosse évolution aussi. Donc, déjà, première chose, grosse demande depuis pas mal d'années, il a été francisé. En 2022, on voit bien que c'est en anglais. En 2023, c'est en français. Donc, c'est une grosse amélioration. Ensuite, au niveau de chaque occurrence, on a des paramètres IFC qui ont été rajoutés, type prédéfini d'IFC, exporté sous quand on voulait le changer, et exporté au format IFC ou le guide. Donc comment ça fonctionne, hein, tout simplement, quand on prend un objet, on prend une occurrence, là en l'occurrence une fenêtre, on a la possibilité de venir l'affecter directement à un, comment dire, à un type bien prédéfini que nous on a choisi. Voilà, donc, voilà. Donc là, je l'ai fait sur une fenêtre, donc on voit bien ce qui se passe, hein. On va venir tout simplement le faire sur un mur, par exemple.
Donc on va chercher un wall, hein, et donc il va nous donner automatiquement une certaine définition, et nous on va pouvoir choisir cette définition-là. C'est-à-dire que lors de l'export de l'IFC, on va retrouver cet objet-là, enfin cette occurrence-là, dans ce type d'IFC. L'interopérabilité, c'est difficile à dire, interopérabilité Formit, elle a été, alors ça pour moi c'est une grosse nouveauté et amélioration en même temps. Donc là je suis venu créer un local poubelle, hein, tout simple dans Formit, et je vais venir tout simplement l'intégrer dans la maquette, hein. Donc voilà, on va venir le lier tout simplement. Voilà, hein. Ok. On va venir, une fois qu'on l'aura intégré, parce qu'au départ c'est quelqu'un qui m'a fait le local poubelle à côté, et c'est pas moi-même, donc je vais venir le repositionner correctement de façon à voir s'il s'intègre bien dans le projet, ou si je peux le positionner exactement comme lui l'a prévu. Donc voilà, on vient le positionner, voilà, c'est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va voir les différentes modifications possibles que l'on peut faire, que l'on peut avoir dans le projet. Donc voilà. Donc première solution, on va voir première solution. Donc on vient tout simplement sélectionner le local poubelle, et dans les modifications, on a la possibilité d'avoir modifié directement dans Formit. C'est-à-dire que on va ouvrir Formit avec comment dire, ce lien. Dans Formit, on va venir faire une modification. Alors là, je vais juste rajouter 70 cm de plus, hein, sur la longueur de mon local poubelle. Voilà. Et une fois que l'on a fait cette modification, on va venir dans Formit lui dire, bah, maintenant tu me remets à jour cette donnée dans Revit. Alors le temps qu'il enregistre, voilà, et pof, on va s'apercevoir, c'est en temps réel, hein, on va s'apercevoir qu'il est venu le modifier. Donc voilà, on est obligé d'avoir Revit pour le faire, mais on peut le faire. Donc comme c'est un lien, bien sûr, on peut le remettre à jour si on n'a pas Revit sur nos postes, il n'y a pas de problème. On aurait pu aussi, lors de la création, alors moi je vais recréer autre chose, mais lors de la création de ce local poubelle, prendre une partie du projet Revit, et venir l'intégrer directement, vous voyez, dans une esquisse 3D, dans le volume, directement dans Formit. Ce qui, plutôt que de faire un local, comme je l'ai fait, un local poubelle un petit peu là où je veux, et puis après venir le repositionner, là, dans cette petite vidéo-là, je vais directement le faire sur l'import de Revit. Donc là, je vais créer rapidement un balcon, hein, enfin une dalle de balcon, dans un premier temps. On va mettre 5 cm, et puis on va l'allonger à peu près de 60, hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment dire, la collaboration que l'on a entre le balcon et enfin le balcon, entre Formit et Revit. Donc voilà, j'ai fini mon balcon. Une fois que je l'ai fait, je vais tout simplement maintenant exporter cet élément-là dans Revit. Alors dans un premier temps, je vais tout simplement lui donner, alors là je ne l'ai pas classé dans des calques, on peut le classer dans les calques, ça c'est du Formit. Je vais juste lui dire, j'ai pas envie d'exporter du Revit parce qu'il aurait exporté le Revit aussi. Je vais juste avoir le besoin d'exporter ce balcon-là. Donc dans un premier temps, il est obligé de l'enregistrer, hein, parce qu'il faut bien qu'il garde une trace quand même quelque part, hein, c'est quand même un lien, comme on l'a vu avant. Et automatiquement, une fois que ce lien a été créé, on va pouvoir le repositionner directement dans Revit. Donc on voit bien qu'il est venu repositionner le balcon dans Revit. Donc voilà, ça c'est quand même, et on a toujours la possibilité de revenir faire une modification derrière, comme on l'avait vu avant. Au niveau de Dynamo, parce que quand on parle d'une nouveauté Revit, on parle automatiquement de Dynamo. Alors en Revit 2022, voilà, le look a complètement changé. Si vous regardez bien, avant on avait donc des petits logos qui étaient juste devant les commandes. Aujourd'hui, elles sont comment dire, dans l'arborescence. Donc il n'y a plus de logo comme on connaissait avant, c'est beaucoup plus soft, on va dire. Voilà, avant on avait un navigateur de documentation qui nous donnait quelques renseignements. Aujourd'hui, le navigateur de documentation fait référence aux packages, aux définitions locales, aux fichiers externes qui font partie intégrante du Dynamo. Nouveau look sur les nœuds, bien sûr, des nouveaux nœuds, bien sûr, tout un panel. Donc je vous invite à regarder les nouveautés de Revit de Dynamo. Alors voilà un ensemble non exhaustif de ce qui a été fait dans Revit, hein, je vous laisse le temps de le lire. Beaucoup de petites améliorations, beaucoup de nœuds, enfin beaucoup de nouveaux nœuds,
des chartes graphiques qui sont super, qui ont été modifiées. Par exemple, dans les groupements de nœuds, maintenant on peut mettre une définition en plus du titre dans le nœud. Enfin, bon, voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées. Alors maintenant le vrac, on arrive dans le vrac, donc tout ce que voilà j'ai trouvé que je n'ai pas voulu forcément classer. Alors l'optimisation de l'interface utilisateur. Alors un exemple, par exemple le steering wheels que vous connaissez sûrement, qui lui, alors on va bien voir que le steering wheels, je l'ouvre, il n'y a aucune donnée enregistrée, hein, il est vide. Donc dès lors qu'on va venir faire des zooms, faire des pannes, enfin faire des visualisations, ce que fait le steering wheel, c'est que lui, il va conserver automatiquement l'image de ce que vous avez fait en mémoire. Alors, comment dire, ça prenait énormément de place, la vidéo prenait énormément de place en temp. Aujourd'hui, avec une coche, on peut lui dire ne pas enregistrer la vue active. Bon, on va pourtant enregistrer le pan et le zoom qu'on est en train de faire, hein, c'est ce que je suis en train de faire à l'écran. Mais par contre, plutôt que d'avoir la visu en miniature du zoom ou du pan, on va avoir juste un retour en arrière comme vous connaissez classiquement. Voilà. Donc ça, c'est une des nouvelles données. Optimisation des performances pour les occurrences de pièces. Alors quand on a beaucoup de pièces, on va avoir un gain de temps qui est quand même assez important. Quand on a des pièces identiques, il ne va pas forcément les recalculer. Quand on a des calculs de surface et de volume, alors dès qu'on mettait la coche sur des projets assez importants, on avait un ralentissement. Or aujourd'hui, ils ont gagné en capacité de ça. Donc au niveau des calculs des pièces et des volumes, on a un nouveau truc. L'amélioration apportée à la mise en forme conditionnelle, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Je l'ai remis parce que je trouve que c'est quand même important. Je reviens en arrière, voilà, donc au niveau des familles de meubles de rangement, alors grande nouveauté, même pas une amélioration, c'est une nouveauté. Donc création je dis bien dans un meuble de rangement. Je viens mettre des étagères. Alors j'ai pas forcément la bonne longueur, j'ai pas la bonne découpe. Donc là je les ai mises un petit peu n'importe comment pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, tac tac. Donc on va venir faire une caméra pour pouvoir les visualiser en 3D, pour vous montrer plus simplement comment ça fonctionne. Donc on a effectivement nos trois étagères et on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les opérations booléennes que vous connaissez ou pas, mais qui sont assez sympas dans cet environnement-là. Donc voilà, on va venir cliquer sur une étagère, on va prendre attacher et on va venir attacher les éléments. Donc vous voyez, on attache les éléments les uns aux autres, donc ça vient découper automatiquement ces étagères-là. On peut, comme dans toutes les opérations booléennes, inverser bien sûr l'attachement. Voilà, et on peut revenir, on peut supprimer donc comment dire cet attachement, voilà, pour revenir à l'initial. Voilà. Donc voilà, c'est une grande petite nouveauté. Alors pour les entre guillemets les architectes d'intérieur ou même pour vous qui mettez des étagères, c'est assez simple. Les nouveaux paramètres de données d'identification pour les groupes et les liens RVT. Donc voilà, donc ils ont rajouté toutes les données d'identification et les paramètres IFC. Hein, comme ça, il se rapproche le plus des occurrences que l'on a dans Revit. Ajout d'une case à cocher dans la boîte e-transmit, ça c'est la 2022. Et aujourd'hui, en 2023, on peut exporter aussi les rapports d'analyse et de système pour faire un package complet. Amélioration de l'importation du lien d'image pour utiliser maintenant les TIFF, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, qui nous manquait. Et alors, il y a un truc qui est important. Aujourd'hui, on n'a plus identifiant comme on avait avant. Maintenant, c'est marque. Donc, pour ceux qui ont des développements Dynamo et qui ont mis en string identifiant, il faut le remplacer par marque maintenant. Donc, c'est juste la petite modification. Voilà. Et dernière nouveauté. Alors, c'est quoi ça déjà? Je me souviens plus. Ah oui, alors on va pouvoir recopier donc les codes d'inclinaison qui viennent par exemple là j'ai fait une rampe et je fais une dalle. Voilà, je fais une dalle, une rampe. Voilà, je vais donc mettre une cotation, voilà, on y arrive. Tac, tac, tac. Une cote d'inclinaison et cette cote d'inclinaison, je vais pouvoir tout simplement la copier. Voilà. Avant, on ne pouvait pas le faire, on était obligé de refaire. Donc, si on avait mis un style, on peut l'utiliser sur une rampe. Voilà.
Voilà, donc des questions, des réponses. Alors, on me demande s'il est possible de mettre en plan des coupes lorsqu'on lit un Navisworks. Actuellement, Navisworks n'est pas coupé sur les mises en plan. Pour le moment, non, toujours pas. C'est pas dans les nouveautés, c'est pas dans les améliorations. Je pense que ça viendra plus tard, mais pour le moment, non, non, ça le fait pas. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de solution là-dessus. D'autres questions? Non. Alors, de toute façon, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les envoyer aux commerciaux qui s'occupent de votre société. Ah, pour l'usine, équipement. Alors, on attend des améliorations pour l'affichage des gros modèles d'usine avec les équipements. Alors, il y a des améliorations justement, parce que là, vous me demandez sur les gros équipements, avec des équipements RFA, on a des améliorations. Donc, alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais il y a des améliorations au niveau des incorporations des fichiers RFA volumineux dans les modèles d'usine. Coupe de niveau des éléments, souvent pas coupés, il faut changer. Ok. On a pas mal de questions qui arrivent. Alors pourquoi ce changement identifiant marque? Alors, si je le savais, j'aurais pu vous le dire. Malheureusement, je, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pas de réponse à ça encore. Donc, j'ai demandé, mais j'ai pas de retour. En attendant des améliorations, ça c'est fait. Quand on fait un réseau d'objets, peut-on se sélectionner avec tabulation? J'ai pas forcément compris. Quand on fait un réseau d'objets, il faut faire un groupe, et puis après vous pouvez faire un réseau d'objets. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense que ça doit être ça la question. Après, vous rapprochez de votre commercial qui nous donnera pour plus de détails. Parce que c'est un peu flou cette question. Cette question, enfin c'est pas qu'elle est floue, mais moi ma solution c'est de faire un groupe et après on peut tout simplement faire un réseau. Parce qu'une tabulation sur un réseau d'objets, c'est-à-dire que tous les objets doivent être liés, il faut voir. J'ai pas forcément la réponse là tout de suite, mais ça devrait être possible. De toute façon, nous reviendrons vers vous avec la réponse à certaines questions là, que l'on voit, notamment sur des améliorations liées à plantes, liées au RFA. Donc ne vous inquiétez pas, nous reprendrons contact avec vous à ce niveau-là. Ouais, parce qu'on me dit aussi tuyauterie comme dans Plante 3D, isométrie. Non, pour le moment, non. Voilà. Ça reste un DWG, donc on aura toujours ce problème de DWG. Après, c'est Autodesk qui décide et j'ai pas forcément la réponse. C'est un peu comme si on fait un lien avec Inventor, hein. L'objet extrait d'Inventor, même si un RVT ou un IFC, ça reste un objet, je dirais, figé, et donc on n'a pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. Surtout qu'AutoCAD, bon, on va dire que c'est une ancienne génération de développement, Revit c'est une nouvelle génération de développement. Il n'y a pas encore l'intelligence que l'on peut avoir entre les deux. Site Designer a été supprimé. Y a-t-il d'autres commandes pour pallier? Alors, Site Designer, oui, il a été supprimé. Là, les autres commandes, il n'y a pas d'autres commandes. Par contre, vous avez alors, si vous avez là, ce qu'on appelle l'AEC Collection, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, vous avez un petit logiciel enfin un petit logiciel. C'est pas un petit logiciel, c'est un logiciel qui est Civil 3D, qui vous permet de faire vraiment de l'SIG et du VRD et ainsi de suite. C'est vraiment le logiciel. Là, Site Designer, il était là juste pour pallier à cette problématique. Or, aujourd'hui, avec Civil 3D, on peut faire encore mieux, puisque c'est vraiment un logiciel dédié à ça, que Site Designer. Et en plus, comme il s'interface très bien avec Revit, voilà, il n'y a pas de problème, parce que c'est vraiment deux métiers totalement différents. On a le VRD et Revit qui lui parle uniquement de la partie bâtiment. Et d'ailleurs, on vous invite également, attendez, je prends le micro, on vous invite également à regarder notre webinaire que nous avions fait avec Joseph sur l'interopérabilité entre les différents outils de l'AEC Collection et notamment la partie Civil Revit. Ça peut, je pense, répondre à votre question. Alors j'ai une autre question qui est, peut-on maintenant enlever l'hôte d'une famille
Non. Alors ça, on peut toujours pas le faire. Alors, comment expliquer ça? Moi, je dirais que c'est un problème de conception. Logiquement, enfin, moi, je fais ça plutôt comme ça. Après, certains collaborateurs aussi le font comme ça. On crée par exemple, quand on parle de plafond, je pense que ça doit être soit un luminaire, soit une bouche d'aération. Moi, je crée la bouche d'aération seule, par exemple dans un modèle générique, et ensuite je viens l'incorporer dans un modèle générique avec un autre. C'est beaucoup plus simple parce que ça nous permet effectivement de pallier à cette problématique-là. Euh, alors ça, alors malheureusement, c'est ce que je vous dis, c'est que ils n'ont pas la même conception. Si vous l'avez pris sur BeamObject pour pas le citer ou autre, hein, ils n'ont pas la même politique que nous, où nous on va créer un objet, je dirais une famille simple, donc dans un environnement simple qui n'a pas d'hôte, et ensuite on vient apporter cette famille dans un autre. D'ailleurs, je vais passer la slide suivante, ça va répondre à C'est votre question. incroyable, en effet, on a une transition qui est parfaite. Merci pour cette question. Voilà. Alors, sachez je vais le dire, hein, c'est pareil. Il y a un webinaire qui va être fait le 16 juin qui justement parlera de la création de famille et qui parlera justement de ces problèmes-là. Donc, je vous invite à vous inscrire, surtout ça c'est important, pour ce webinaire. Oui, et puis d'ailleurs, nous aurons le témoignage de la société Charvet qui parlera de son parcours avec le parcours du BIM, les choix qu'ils ont fait et c'est le moment en tout cas de nous rejoindre pour ce prochain webinaire, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas le sentiment et je n'en vois pas d'autres. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est que nous terminions. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre présence avec nous ce matin, pour aussi la qualité de vos questions. Nous revenons de toute façon vers vous rapidement. Et puis n'hésitez pas à nous faire un retour également sur le webinaire. Merci à vous. Et puis, alors il va sûrement y avoir dans peu de temps un autre webinaire, on a oublié de vous en parler, sur tout ce qui est MEP fluide. Voilà, donc on vous donnera la date ultérieurement, parce que j'ai pas effectivement mis toutes les nouveautés ou améliorations dans ce webinaire-là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc voilà, je vous invite à regarder notre agenda pour un prochain webinaire sur le MEP. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne journée.